À la une de l'actualité, l'université Kaïs Saïed, donné largement vainqueur de la présidentielle en Tunisie, a remercié les jeunes qui ont ouvert une nouvelle page de l'histoire. Le Mozambique élit mardi son président, ses députés et ses gouverneurs au terme d'une campagne électorale violente qui illustre les difficultés du régime au pouvoir depuis plus de 40 ans. Et puis aux États-Unis, le coût de la santé est prohibitif pour de nombreux Américains qui ont recours au tourisme médical et préfèrent donc se faire soigner à l'étranger et principalement au Mexique. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Une foule en liesse a envahi ce dimanche soir l'avenue Bourguiba, au cœur de Tunis, quelques instants à peine, après la publication de sondages annonçant la victoire triomphale de l'outsider Kaïs Saïed à la présidentielle tunisienne. Les images. La Tunisie attend encore le résultat officiel de la présidentielle qui devra consacrer la victoire écrasante de l'universitaire Kaïs Saïed. Ce dimanche soir, des milliers de Tunisiens sont descendus dans la rue pour fêter la très large victoire de Kaïs Saïed, donnée par des sondages, deuxième président élu au suffrage universel en Tunisie, avec plus de 40 points d'avance sur l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Aujourd'hui, on voit que le peuple tunisien est sorti sans argent, spontanément. Il a voulu montrer et démontrer qu'il est arrivé à un degré de conscience qu'il a aidé à aboutir à sa volonté. Le peuple a voulu que le président de la République soit élu libre, sans agenda, ni argent, ni pression. Lors d'une conférence de presse en soirée, l'instance électorale a confirmé que la participation serait sensiblement supérieure à celle du premier tour. Nous allons vous donner le taux de participation dans 70% des bureaux de vote. Nous n'avons pas encore le taux de participation de tous les bureaux de vote. Pour 70% des bureaux, le taux de participation est de 57,8%. Jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est une participation positive avec 57%. On est presque dans les normes et on est presque dans les chiffres qu'on estime déjà. Quelques 7 millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président de manière démocratique pour la deuxième fois seulement depuis la révolution de 2011. Ceci pour désigner le successeur Abedi Kaïd Essebsi, décédé il y a quelques mois. Donné largement vainqueur, l'université Kaïs Saïed s'est adressée à ses partisans dans un hôtel du centre de Tunis. C'était peu après l'annonce de sa victoire. Nous travaillerons également à l'étranger pour les causes justes, à commencer par la cause palestinienne. J'aurais aimé avoir le drapeau palestinien à côté du drapeau tunisien. Nous relèverons tous les défis avec notre sang, notre sueur et notre volonté, surtout les défis économiques et sociaux, car le peuple tunisien attend des solutions dans ce domaine. Allons cette fois-ci en Tanzanie où le président travaille depuis le centre du pays à Dodoma. John Magufuli réalise ainsi une promesse qu'il avait faite lors de sa campagne électorale en 2015. Le but est de faire de cette ville la capitale effective de la Tanzanie. Dodoma est officiellement la capitale politique de la Tanzanie depuis 1973, mais seule l'Assemblée nationale y siégeait depuis 1996, avant que les ministères ne commencent à y emménager depuis moins de 2 ans. Je suis désormais officiellement installé ici, a déclaré le président Magufuli, cité dans un communiqué de la présidence. Le chef de l'État tanzanien s'adressait à des habitants de Dodoma après s'être fait enregistrer, son épouse et lui-même, sur les listes électorales à Dodoma pour les scrutins locaux du 24 novembre prochain.
Le gouvernement tanzanien a déjà délivré des titres de propriété à des ambassades et des organisations internationales afin qu'elles puissent construire leurs bureaux et résidences à Dodoma. Les services du Premier ministre et tous les ministères y opèrent déjà, avec des bureaux secondaires à Dar es Salaam, la capitale économique, où sont encore installées des représentations diplomatiques. Un aéroport international est en voie de construction à Dodoma, où existent déjà des structures pouvant accueillir certains appareils. Véritable poumon économique du pays, Dar es Salaam, au bord de l'océan Indien, est la capitale commerciale de ce vaste pays d'Afrique de l'Est. Lorsqu'elles avaient annoncé en 1973 que Dodoma devenait la capitale politique du pays, les autorités tanzaniennes souhaitaient déplacer le centre de gravité du pouvoir vers l'intérieur du pays, notamment pour en favoriser le développement. Le Mozambique se prépare à élire mardi, demain donc, son président, ses députés et ses gouverneurs. Ce sera lors d'une élection générale qui s'annonce sous haute tension. Ce scrutin doit intervenir au thème d'une campagne électorale violente qui illustre les difficultés du régime au pouvoir depuis plus de 40 ans à faire régner un climat de paix et de cohésion sociale. Les Mozambicains sont convoqués aux urnes pour élire mardi leur président, députés et gouverneurs. Sauf énorme surprise, le chef de l'État sortant, Filipe Nyusi, et son parti, le Front de libération du Mozambique, Frelimo, devraient une fois encore l'emporter devant leur éternel rival, la Résistance nationale du Mozambique, Renamo, tant dans la course à la présidence qu'au Parlement. Le gouvernement et l'ex-rébellion de la guerre civile devenue opposition ont signé en août un accord de paix et de désarmement censé mettre un terme définitif aux affrontements sporadiques entre les deux camps qui avaient repris en 2014. Mais les tensions sont restées vives à l'approche des élections du 15 octobre. Pour l'ONG Human Rights Watch, cette élection est d'ores et déjà une des plus violentes que le pays a pu organiser. Candidats menacés, destruction de matériel électoral, risques entre militants. Les incidents se sont multipliés ces dernières semaines jusqu'à l'assassinat lundi du chef d'une mission d'observateurs électoraux par 4 policiers. La société civile, qui entend déployer des milliers d'observateurs le 15 octobre, a déjà dénoncé de nombreuses irrégularités, notamment la présence d'électeurs fantômes sur les listes électorales. Les 13 millions d'électeurs mozambicains éliront également pour la première fois mardi leurs gouverneurs provinciaux, jusque-là nommés par le gouvernement. Au moins 16 personnes dans le nord du Burkina Faso ont perdu la vie vendredi dernier. C'était lors d'une attaque contre des fidèles qui priaient dans une mosquée. Ces attaques incessantes démontrent une fois de plus la faiblesse des forces de défense du Burkina Faso. Un millier de personnes se sont rassemblées samedi contre le terrorisme et pour dénoncer la présence de forces armées étrangères dans le pays. Vendredi, des individus armés ont attaqué la grande mosquée de Salmossi dans le nord du pays. Au moins 16 morts en ont résulté d'après une source sécuritaire. 13 personnes sont mortes au cours de l'attaque et 3 autres ont succombé quelques heures après. 2 autres blessés étaient dans un état critique. Les victimes sont toutes des musulmans qui étaient en prière au sein de la mosquée. Malgré le renfort militaire qui a été déployé après l'attaque, les populations ont commencé à fuir la localité. Cette tuerie n'a pas encore été revendiquée, mais des mosquées et des imams ont par le passé été la cible d'attaques attribuées aux djihadistes par les autorités. Par ailleurs, 4 civils burkinabés ont été tués samedi dans la province septentrionale du Louroum, où un couvre-feu a été instauré. Le Burkina Faso est embourbé depuis 4 ans et demi dans des violences attribuées à des groupes armés djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. Les forces de défense et de sécurité burkinabées se sont montrées incapables d'inverser une tendance de plus en plus meurtrière avec quasiment une attaque par jour. Dans la capitale, Ouagadougou, un millier de personnes se sont rassemblées samedi pour dénoncer le terrorisme et la présence de bases militaires étrangères en Afrique à l'appel d'une dizaine d'organisations de la société civile à l'occasion des journées anti-impérialistes.
Hors du continent africain, aux États-Unis, le système de santé est au cœur des débats en vue de la présidentielle 2020. Côté démocrate, les plus à gauche comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren promettent une couverture universelle car le coût de la santé est prohibitif pour de nombreux Américains qui ont recours au tourisme médical et préfèrent donc se faire soigner à l'étranger et principalement au Mexique. À l'aéroport de San Diego, en Californie, c'est un balai incessant de touristes et d'hommes d'affaires. Veronica Merrill, elle, vient de Phoenix, en Arizona, pour subir une opération. Une chirurgie de l'estomac qui va se dérouler de l'autre côté de la frontière, au Mexique. C'est tellement moins cher. Mon assurance ne couvrirait même pas cette opération. Ça me coûte environ 4 000 $. Aux États-Unis, je ne sais même pas combien ça coûterait. Probablement entre 12 et 15 000 $. Et pour ce prix, l'agence de tourisme médical qu'elle a contactée s'occupe de tout. Hey Angel, how are you? I'm good. How are you? Un chauffeur particulier la prend en charge direction Tijuana, à une demi-heure de route. Comme Veronica, près de 2 millions d'Américains traversent la frontière et se rendent au Mexique chaque année pour raisons médicales. En cause, l'absence de couverture santé abordable aux États-Unis. I'm good. How are you? All other developed countries do this. Why aren't we? Tous les autres pays développés le font. Pourquoi pas nous? Je ne veux pas m'inquiéter d'être blessée ou de tomber malade et ensuite me demander si j'ai de quoi payer pour être soignée ou si je dois juste accepter d'être malade pour ne pas perdre ma maison ou ma voiture. Le lendemain, Veronica est admise dans cet hôpital qui ne traite que des patients étrangers. Je suis le docteur Cazares, votre chirurgien. Parfois, les patients s'inquiètent un peu de l'insécurité, mais en réalité, la ville est très sûre. Et nous avons une grande expérience parce que nous avons un grand volume de patients. Nous réalisons bien plus d'opérations qu'un médecin aux États-Unis. Comme prévu, le chirurgien retire 80% de l'estomac de Veronica à l'aide de matériel dernier cri comparable à celui utilisé par ses confrères américains. Une opération qui aidera la patiente à réduire son surpoids et diminuera donc le risque de soucis de santé qui pourrait lui coûter cher aux États-Unis. Après 24 heures de repos, Veronica sera prête à retraverser la frontière et rentrer chez elle en Arizona. Place à présent à la revue de presse Afrique. La revue de presse Afrique du jour démarre en Côte d'Ivoire où le jour plus titre « Absence prolongée de Guillaume Soro de l'Assemblée nationale, ce qui attend le député de faire Kessé Dougou. Les confidences d'un parlementaire. Le quotidien d'Abidjan, toujours concernant l'ancien président de l'Assemblée nationale, situation sociopolitique tendue, le régime lance la fatwa contre Guillaume Soro. L'ex-chef rebelle échappe à une arrestation en Espagne. Les États-Unis lui interdisent leur territoire. Les hommes de l'ex-PAN préparent la riposte. Le patriote à présent, fin de séminaire du RHDP à Yamoussoukro, ces grandes décisions qui vont faire mouche. Le nouveau réveil, Billon a boiflé le samedi, la peur est dans le camp de ceux qui menacent. Au Burkina Faso, le quotidien revient sur la situation sécuritaire du pays. 4e édition des journées anti-impérialistes, le terrorisme est devenu aujourd'hui le prétexte idéal pour l'installation des bases militaires étrangères dans nos pays. Aujourd'hui au Faso revient sur la crise qui prévaut dans le parti de l'ancien chef de l'État, 2 épistolaires de Blaise à Sezouaï dans la tête du fondateur du CDP. L'Express du Faso en parle aussi, autant le dire, Blaise Compaoré crée plus de problèmes à son parti. Puis un drame relayé par le même journal, Kouéré, Sidera Dougou, l'éboulement d'un site d'orpaillage fait des morts. Au Togo, Liberté s'intéresse ses titres, décentralisation à la sauce fort, arnaque au pluriel. Autre titre avec le même journal, présidentiel de 2020, détenus politiques et dérives du régime, la C14 saisit le groupe des 5 ambassades. Et puis crise politique au Togo, Monseigneur Podro interpelle la France, qu'as-tu fait de ta promesse de voler au secours des peuples dont les droits humains sont violés en toute impunité. Togo matin à présent, présidentiel de 2020, Abbas Kaboua ne vend pas cher la peau de l'opposition. Au Cameroun, le quotidien L'Épervier revient sur l'actualité de la semaine écoulée. 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida. Paul Biya et Macron en tête-à-tête. L'apport du Cameroun est de 3 milliards de francs CFA. Défis actuels restent sur la même actualité et titre les secrets du tête-à-tête Biya-Macron. Le tri-hebdomadaire le soir, grand dialogue national, guerre froide entre le PM et certains ressortissants du Nord-Ouest.
Au Sénégal, c'est l'actualité du week-end. Face à face, Macky Wade au palais, une rencontre des non-dits. Le quotidien surfe sur la même actualité. Rencontre Macky Wade au palais, Karim, un cas à part. Sud Quotidien à présent, invalidation du rapport parlementaire sur l'affaire des 94 milliards et suite judiciaire. Sonko sonne la charge et puis audience du pape Dussopi au palais de la République. Wade et Macky éludent les dossiers chauds. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.